Bienvenue à tous, c'est la série de vidéos de Crystal Clear Electronics. Nous vous présentons le chapitre 13, intitulé « Moteur à courant continu en 3 vidéos ». Ce chapitre a été écrit par Daniel Siopo et révisé par Sabol Chveri. À la fin des vidéos, vous comprendrez les bases des moteurs à courant continu, vous connaîtrez leur structure et leurs principaux domaines d'application, alors vous pourrez les utiliser en toute confiance chaque fois que vous en aurez besoin. Aujourd'hui, le présentateur principal est Ambrose Zell. Il a travaillé à la faculté de génie mécanique de la BME pendant 15 ans et travaille actuellement sur des méthodes de simulation au département de développement de véhicules de l'université Széchenyi de Győr. Merci beaucoup pour votre introduction. Mon partenaire sera Benz Barani, qui est actuellement étudiant en ingénierie électrique à la BME. C'est parti. Qu'est-ce que tu as apporté avec toi? J'ai apporté beaucoup de choses aujourd'hui. La première chose que je veux vous montrer, c'est un petit haut-parleur. Eh bien, les enfants férus de technologie collectionnent beaucoup de choses qui semblent être un désordre pour les parents, mais qui sont en réalité très utiles. J'ai collecté beaucoup de haut-parleurs, et en fait, ce qui rend celui-ci pertinent, c'est qu'il y a un aimant dans le haut-parleur, et il y a une bobine parcourue par un courant, et le courant de cette bobine contrôle le mouvement du haut-parleur. Donc en gros, la façon dont ça se relie au sujet d'aujourd'hui, c'est qu'on convertit en fait l'électricité en mouvement mécanique. Et c'est ce que font les moteurs. Je vois que tu as apporté une locomotive. Eh bien, je n'ai pu apporter que des choses qui étaient complètement démontées. Oui, c'est un autre phénomène des enfants ayant des intérêts techniques qui démontent leurs jouets. Chacune de ces petites locomotives a un moteur électrique. Et dans les petites voitures, les petits avions, les petits modèles, on peut aussi trouver toutes sortes de petits moteurs. Ici, nous en avons un qui est assez petit, il y en a un plus grand, et je pense qu'on en a 2 maintenant. On peut aussi le montrer en rotation. Bench a connecté 2 volts à ça? Oui, 2 volts, et vous pouvez voir qu'aussitôt qu'on augmente un peu la tension, là on est actuellement à 3,5, les volts. La rotation du moteur devient de plus en plus rapide. Bien sûr, entre-temps, vous pouvez voir que la consommation de courant augmente aussi quand on augmente la tension. Bien sûr, ce ne sont que des moteurs de jouets, et ce ne sont pas les seuls que nous avons apportés avec nous. C'est un moteur plus sérieux, pris d'un coupe-bordure. Vous pouvez le voir en action. Plus tard, nous comprendrons quels sont les composants internes des principales parties. Et il est très important de noter maintenant que cette structure interne n'a pas beaucoup changé au fil des ans, depuis l'invention du moteur à courant continu. Le design de base est le même. Il en découle aussi que tant que vous ne grillez pas la bobine qui est à l'intérieur, vous pouvez certainement réparer beaucoup de choses vous-même si vous comprenez comment ça fonctionne. C'est ça? Voyons comment ça fonctionne. Oui. Commençons par les moteurs électriques, qui établissent le lien entre le mouvement et l'électricité, basé essentiellement sur le principe des effets magnétiques. Le fonctionnement du satellite est basé sur 2. Le fonctionnement de chaque moteur électrique repose sur l'interaction de 2 champs magnétiques. C'est le même effet que tout le monde a probablement ressenti en rapprochant 2 aimants. Si les pôles magnétiques sont les mêmes, les aimants se repoussent, tandis que des pôles différents s'attirent. Arrêtons-nous un moment pour clarifier quelques définitions de base sur le magnétisme. Un aimant crée un champ magnétique. C'est sa propriété la plus basique. Je pense qu'un aimant est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont collectionné quand nous étions enfants. D'où viennent les aimants? Les aimants sont fabriqués en combinant des matériaux trouvés dans la nature, appelés aimants permanents. L'autre méthode consiste à créer un champ magnétique avec des bobines électriques et un noyau en fer, qu'on appelle ensuite électroaimant. Dans tous les cas, il est vrai que le champ magnétique a 2 pôles opposés, le nord et le sud. Donc, disons que même si vous cassez les aimants peints en rouge et bleu au milieu, vous n'obtiendrez pas le pôle sud et le pôle nord. Malheureusement, c'est vrai? On ne peut pas créer un monopôle magnétique. Les lignes magnétiques font toujours du pôle nord au pôle sud, comme montré dans la figure. C'est bien sûr invisible. Tout comme le champ magnétique de notre Terre, nous ne pouvons pas voir d'autres champs magnétiques à l'œil nu. Nous ne savons qu'ils existent qu'en observant leurs effets. Les champs magnétiques sont représentés par des lignes de champs magnétiques
qui sont toujours des courbes fermées, partant d'un pôle et se fermant sur l'autre pôle. On les appelle aussi des flux, ou en d'autres termes, des lignes de flux. On peut penser à la force d'un champ magnétique en fonction de la manière dont une boussole s'oriente dans la direction nord-sud. En physique, la force d'un champ magnétique est décrite par la quantité d'induction magnétique, qui a l'unité ci, l'unité de Tesla en mémoire du grand inventeur et physicien du 19e siècle, Nikola Tesla. Tesla a vécu et travaillé entre 1956 et 1945. Et 1945, certains matériaux ne sont pas des aimants, mais ils sont affectés par des aimants. Et ceux-là... Merci pour ta question. Tout le monde le sait. Certains matériaux sont affectés par nos aimants, tandis que sur d'autres matériaux, nos aimants semblent n'avoir aucun effet. En réalité, les champs magnétiques affectent tous les matériaux. Cependant, la force de l'effet peut être forte ou même à peine mesurable. On appelle ces matériaux qui réagissent fortement aux champs magnétiques des matériaux ferromagnétiques. Le mot latin ferrum signifie fer, et ce n'est pas seulement le fer qui montre des propriétés ferromagnétiques, donc on peut appeler non seulement le fer, mais aussi d'autres matériaux ferromagnétiques. On peut imaginer les matériaux ferromagnétiques comme s'il y avait beaucoup de petits aimants élémentaires à l'intérieur qui sont orientés dans la même direction. Quand un champ magnétique externe est présent, quand les petits aimants sont orientés de la même manière, le matériau montre des propriétés magnétiques et a son propre champ magnétique. Les matériaux magnétiques dits doux ne montrent ces propriétés que lorsqu'un champ externe est présent et ils perdent leurs caractéristiques magnétiques quand le champ disparaît, tandis que les matériaux magnétiques dits durs ou aimants permanents les conservent, même sans excitation externe. On les appelle des aimants permanents. On prend beaucoup sur les aimants. Voyons comment les concepts de magnétisme et d'électricité sont liés. C'est là que l'inductivité entre en jeu. Oui, à ce stade, il est inévitable de parler un peu de l'inductivité. Une des choses importantes à retenir, c'est que chaque fil qui transporte un courant crée un champ magnétique, et la force magnétique de ce champ change avec le courant qui varie. Bien sûr, un seul conducteur crée un champ très faible autour de lui, donc on a besoin de beaucoup de fils. C'est pourquoi les bobines sont généralement créées avec des centaines, voire des milliers de tours. Le champ magnétique sera aussi des centaines ou des milliers de fois plus fort dans une telle bobine. L'électricité, donc, affecte le champ magnétique, car un champ magnétique est créé autour du conducteur qui transporte de l'électricité. L'effet fonctionne aussi à l'envers, c'est-à-dire que le champ magnétique affecte également le courant qui circule dans le conducteur électrique. Peux-tu en parler? Oui, il est important de parler de ça aussi. Un changement dans le champ magnétique induit une tension dans le conducteur. Cette tension, aussi connue sous le nom de force électromotrice, crée un courant dans le conducteur qui génère un champ magnétique. Ce champ magnétique créé essaie toujours d'affaiblir l'effet qu'il a causé. C'est la loi de Lenz. La loi de Lenz est valable lorsque le conducteur forme un circuit fermé. Si, en revanche, une bobine est créée, l'effet est amplifié, c'est-à-dire qu'une tension plus élevée est produite pour le même champ magnétique. Cela, bien sûr, affaiblit le champ magnétique qu'il a causé. Il découle de la loi de Lenz que le courant dans une bobine ou un circuit contenant une bobine ne peut pas changer instantanément. La bobine est conçue pour résister au changement rapide de courant. La résistance de la bobine au changement de courant est caractérisée par l'inductivité de la bobine. Donc, si j'augmente le nombre de tours dans la bobine, l'inductivité augmente. Donc, il est plus difficile de changer le courant dans la bobine. De plus, augmenter le nombre de tours fait que la bobine crée un champ magnétique plus fort. Nous utilisons la lettre L, l'honneur de Henry, pour marquer l'inductivité. C'est l'unité d'inductivité, et ça représente Henry. Plus l'inductivité d'un circuit est élevée, plus il est difficile de changer soudainement le courant qui circule dans le circuit. L'inductivité d'une bobine est principalement définie par ses paramètres géométriques, comme le nombre de tours et les caractéristiques du matériau à l'intérieur. Par propriété matérielle, nous entendons principalement le matériau du noyau. Il y a des bobines à noyau en fer et des bobines à noyau en air. Les noyaux en fer ont généralement une inductivité plus élevée. De plus, l'inductivité peut être ajustée en tirant partiellement sur le noyau en fer. Donc, il était nécessaire de définir l'inductivité avant de parler des moteurs électriques.
puisque nos moteurs contiennent des bobines, et se comportent comme des circuits inductifs. Oui. Et avant de finir la vidéo, nous allons acquérir une dernière connaissance théorique pour que nous ayons tout ce qu'il nous faut pour continuer. Alors, examinons comment un champ magnétique est créé dans une petite locomotive électrique ou dans de petits moteurs et ce qui fait tourner les pièces rotatives. Pour cela, rappelons d'abord la loi d'Ampère. André-Marie Ampère a vécu entre 1775 et 1836 et a été l'un des premiers à étudier l'électricité, et en particulier sa relation avec les champs magnétiques. Écoutons un peu la loi d'Ampère. La loi d'Ampère dit que lorsqu'un courant passe dans un conducteur, il crée un champ magnétique autour de ce conducteur. Nous en avons déjà parlé. La loi d'Ampère dit aussi que la force du champ magnétique est proportionnelle au courant. C'est là, la loi de Lorentz entre en jeu. Dans le cas où ce conducteur portant un courant est placé dans un champ magnétique, une force sera générée en lui, qui est proportionnelle à l'intensité du courant et au champ magnétique externe. Cette relation a été découverte par le physicien néerlandais Hendrik Anton Lorentz, donc la loi de Lorentz, qui porte son nom, peut s'écrire comme suit. La force, F, est égale à B fois I fois L, où B est l'induction magnétique, I est le courant, et L est la longueur du conducteur. Sous cette forme, la formule n'est vraie que si le conducteur forme un angle perpendiculaire avec les lignes de force magnétique, également connues sous le nom de flux. La direction de la force peut être déterminée en utilisant la règle de la main gauche ou la règle de la main gauche de Fleming. Exactement. Où notre majeur indique la direction du courant, notre index montre la direction du champ magnétique, et notre pouce indique la direction de la force exercée. Donc, si nous insérons un fil portant un courant dans la direction indiquée dans le schéma dans un champ magnétique, dans cette direction, qui est toujours représentée par une flèche pointant du pôle nord vers le pôle sud, nous obtenons une force vers le haut, c'est-à-dire une force perpendiculaire à la fois au flux magnétique et au fil. Pour résumer, alors, on peut dire qu'un conducteur parcouru par un courant crée un champ magnétique. Et, s'il y a un champ magnétique autour du conducteur, ces deux champs magnétiques interagissent entre eux. Exactement. Tu l'as très bien résumé. Ce sont les relations que les machines électriques, ou on pourrait dire les machines fonctionnant sur le principe de l'électrodynamique, utilisent. Cela inclut les moteurs électriques et les générateurs dans les voitures à combustion conventionnelle, ou même les dynamos sur les vieux vélos. On ne les utilise plus beaucoup aujourd'hui. C'est parce que les lampes LED d'aujourd'hui consomment à peine d'énergie, donc même avec une petite batterie, elles peuvent fonctionner pendant assez longtemps. Cependant, dans le passé, les LED étaient remplacés par des lampes à incandescence. Elles consommaient beaucoup plus d'énergie, donc il fallait produire de l'énergie en permanence. Regardons comment fonctionne un tel dynamo. Si tu fais tourner la dynamo, tu peux mesurer la tension qu'elle génère avec un multimètre. Dans ce cas, c'est entre 50 et 100 millions. Bien sûr, une roue de vélo tourne plus vite, donc tu peux obtenir une tension plus élevée. Avec ça, nous vous remercions de votre attention. Et dans la prochaine vidéo, nous allons revoir comment construire un moteur à courant continu en utilisant les connaissances théoriques que nous venons d'entendre. Au revoir. Au revoir.